La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bonjour et bienvenue en Afrique du Sud pour cette 6e heure des 24 heures chrono de l'international. Nous sommes donc à Johannesburg et pour en parler, j'ai à mes côtés Philippe Chapelot. Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste chez Ouest France et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule L'Afrique du Sud de A à Z et qui est sorti, je crois, en 2011. Tout à fait. Voilà. Alexandre Malan, vous êtes avocat. Bonjour. Et vous faites partie du cabinet Bello, Malan et Associés. Et vous êtes donc spécialisé dans l'implantation d'entreprises françaises qui souhaiteraient s'établir en Afrique du Sud. Oui, on ne fait pas que ça, mais entre autres, oui. D'accord. Et vous êtes aussi fondateur du club affaires France-Afrique du Sud. France-Afrique du Sud, voilà. Donc tout de suite, alors rapide présentation de Johannesburg. Elle se situe dans le nord de l'Afrique du Sud. Elle est à 50 km au sud de Pretoria. C'est l'agglomération la plus peuplée d'Afrique du Sud. On y compte un grand nombre d'habitants qui seraient proches des 4-5 millions. Mais enfin, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le chiffre. Tout dépend de là où on va considérer que s'arrête l'agglomération. C'est également une ville qui est nommée en zoulou Goli. Et Goli traduisait la ville de l'or. Et elle porte bien son nom car c'est la capitale du Gauteng, qui est la province la plus riche de l'Afrique du Sud. Alors tout de suite, pour parler un peu de Johannesburg, vous y avez vécu 10 ans, de 82 à 92, Philippe Chapelot. Oui, effectivement. J'ai été basé en tant que journaliste en Afrique du Sud et j'y ai vécu 10 ans. C'était l'époque où un journaliste devait être basé soit à Pretoria, soit à Johannesburg, même si la vie était certainement beaucoup plus agréable au Cap. D'accord. Vous, Maître Malan, vous y allez depuis que vous avez l'âge de 10 ans, et je crois que votre famille a un lien certain avec l'Afrique du Sud. Ma mère est sud-africaine, et du côté de mon père, nous avons aussi des liens importants, historiques, avec l'Afrique du Sud. D'accord. C'est un pays que je suis depuis 30 ans, même si je ne suis pas si vieux que ça. Parfait. Alors vous qui connaissez bien cette ville, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des quartiers assez rapidement? Quelle est la topologie de la ville en fait? Alors, je ne sais pas si on peut parler de ville, mais en tout cas d'agglomération, puisque entre Soweto à l'ouest de ce qu'on va appeler le cœur historique de Johannesburg, et puis Pretoria au nord, puisque maintenant on a une sorte de conurbation, et puis des quartiers très lointains à l'est, peut-être jusqu'à Spring, on a certainement une agglomération qui atteint peut-être 10 millions d'habitants, très très étendue. Donc il est difficile de donner une espèce de vision synthétique et presque cohérente de cette ville. Vous viviez à Sandton. Effectivement, Sandton était alors une municipalité distincte de celle de Johannesburg. C'était ce qu'on appelait les quartiers nord, avec une connotation plutôt quartier UP. Maître Malan, quand vous allez à Johannesburg, quel est le quartier que vous affectionnez? Moi, je n'ai pas de quartier que j'affectionne particulièrement. Vous avez, Johannesburg est d'abord une grande ville. Effectivement, vous avez des quartiers plutôt résidentiels où vivent... quand même, il y a un peu des quartiers où vivent plutôt les Blancs. Il y a Soweto, effectivement, qui est historiquement la grande ville noire, ou le grand quartier noir de Johannesburg. Et puis vous avez aussi les coins, les quartiers d'affaires, mais qui sont aussi étendus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul endroit où vous avez les centres d'affaires. Les distances sont très longues. Les distances sont longues, mais on voyage surtout en voiture. Hein. On marche très peu à pied dans ces grandes villes. Si on devait comparer Johannesburg à une ville autre dans le monde, à quelle ville ça vous ferait un petit peu penser? L'environnement plutôt à Los Angeles. Même si la mer est absente de Johannesburg, elle est vraiment très loin. Mais l'environnement, oui, la végétation, le type d'habitation. Grande distance, embouteillage. Ouais. D'accord. Même si le gouvernement sud-africain et les autorités provinciales essaient de résoudre ces problèmes chroniques, même si le Gauteng a été enfin mis en place, il reste de gros problèmes de circulation. Alors, puisqu'on parle des problèmes, on va bien sûr embrayer sur un des problèmes que l'on cite toujours quand on parle de Johannesburg. Il s'agit de la sécurité. Et nous avons, pour en parler, Julio Ochoa, qui est responsable coordination des déménagements chez Executive Relocation, et qui va nous parler un petit peu justement de la sécurité à Johannesburg. On va l'écouter tout de suite. Vous pouvez tranquillement avoir une vie à Johannesburg sans avoir peur qu'il vous arrive quelque chose. Il faut tout simplement prendre des mesures basiques de sécurité.
concernant la façon dont vous vous déplacez, les heures à laquelle vous vous déplacez et les quartiers où vous vous déplacez. Il y a certains quartiers à éviter. La plupart les anciens quartiers, comme Alexandre par exemple, un quartier à éviter. Mais si vous êtes dans des quartiers résidentiels, vous n'avez vraiment pas de risque de que vous arrive quelque chose. Il faut simplement prévoir qu'on doit prendre des précautions, mais c'est les précautions que vous prendrez un petit peu partout. Les crimes sont concentrés dans certaines zones de la ville. Si vous prenez les précautions qui sont indiquées un petit peu partout, donc fermez la voiture quand vous êtes à l'intérieur, ne laissez rien en évidence sur les sièges de votre voiture quand vous vous déplacez, être attentif quand vous êtes dans les feux rouges, par exemple. Si vous prenez ces simples mesures de sécurité, vous pouvez avoir une vie très agréable à Johannesburg sans avoir peur. Alors, je crois que nous venons d'avoir Monsieur Christian Robert, consul au consulat de France à Johannesburg, via Skype. Monsieur Robert, bonjour. Bonjour à tous. Alors, tout de suite, Monsieur Robert, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais je vais vous poser la question. Combien y a-t-il de Français à Johannesburg et quel profil ont-ils et vers quelle évolution tendons-nous ? Alors, nous avons actuellement 3200 inscrits au consulat de France à Johannesburg, dont 42% sont binationaux. C'est une population relativement jeune, puisque nous avons plus de 85% des inscrits qui ont moins de 60 ans. Donc, deux types d'expatriés. Tout d'abord, je parlerai des expatriés qui sont là pour 2 à 5 ans en général, dont la plupart travaillent pour les entreprises du CAC 40, très présentes à Johannesburg, bien sûr, mais également une immigration plus ancienne qui date des années 60. Durant ces années-là, le gouvernement sud-africain de l'époque avait fait appel à de la main-d'œuvre et des compétences qu'il n'avait pas. Et donc, ces Français ont travaillé beaucoup dans le secteur minier et également les hôpitaux. Merci Monsieur Robert. Alors justement, au moment où on a réussi à vous capter via Skype, on allait aborder le problème de la sécurité. En 2 mots, pour vous, Monsieur Robert, est-ce que c'est un problème à mettre en évidence ou est-ce que c'est une idée reçue? En 2 mots, parce qu'après, je vais demander leur avis à nos invités. Oui, alors je ne pense pas que ce soit une idée reçue. C'est effectivement un problème crucial à Johannesburg dont il faut tenir compte. En fait, il faut surtout intégrer les règles de sécurité au quotidien qui sont rappelées sur le site internet du consulat, puisque toutes les maisons, la plupart des maisons sont équipées de systèmes d'alarme, de caméras, de grilles. Donc c'est vrai, quand on arrive à Johannesburg, il faut apprendre à manipuler tout cela, je dois dire. Parce que sinon, c'est souvent des alarmes intempestives qui se déclenchent. Merci. Monsieur Chapelot, avez-vous des souvenirs ou des anecdotes à nous raconter justement par rapport à ce climat de sécurité ou d'insécurité qui règne à Johannesburg? Je pense que tous ceux qui ont vécu à un moment ou à un autre à Johannesburg auraient des anecdotes. Alors malheureusement, certaines de ces anecdotes sont un peu dramatiques, d'autres parfois prêtes à rire. Le résultat, c'est que tout le monde doit être vigilant. Et je pense que les 2 interlocuteurs que vous avez eus précédemment ont bien mis l'accent sur un certain nombre d'habitudes qu'il faut prendre. Il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Il y a un vrai problème de sécurité à Johannesburg. En dépit de ce que disent les autorités sud-africaines, on ne peut pas vivre normalement à Johannesburg si on n'a pas un minimum de précautions au quotidien. Monsieur Malan, votre avis? Je suis d'accord. Il faut effectivement avoir ces réflexes de base qui sont importants. Il faut identifier les endroits où on peut aller ou pas aller. Il faut savoir que la nuit, il faut éviter de circuler. Mais on peut circuler, mais il ne faut pas s'arrêter, par exemple, pour demander son chemin. Il faut prendre des règles élémentaires de précaution. Mais il ne faut pas non plus sombrer dans la paranoïa. Ça, c'est très important. Je connais des gens qui vivent pas, y compris des Blancs qui ont de l'argent, qui ne vivent pas entourés de grillages électrifiés et qui vivent très bien. Vous viviez entouré de grillages électrifiés, Philippe Chapelot, quand vous étiez là-bas? Non, mais avec un chien, un bon chien. Un bon chien. La situation était peut-être un peu moins critique dans les années 80. Je crois qu'elle a... Parce que la répression était... Oui. Il y a eu un effort qui a été fait par les autorités sud-africaines. Il y a eu aussi un gros effort au niveau de l'industrie privée des services de sécurité. Le résultat, c'est qu'il y a eu effectivement une baisse dans certains milieux de la criminalité, mais la petite criminalité, pour l'instant, n'est pas en baisse. Voilà. Alors justement, puisqu'on en vient au sujet de la sécurité,
par rapport au fait, vous disiez dans les années 80, c'était un peu plus sécure. Bon, la fin de l'apartheid, c'est dans les années 90. Peut-on considérer qu'il y a encore de la ségrégation en Afrique du Sud ou pas? On va tout de suite écouter Johan Joyeux, qui réside là-bas et qui nous a envoyé une petite vidéo sur le sujet. Et puis après, on va justement continuer sur ce sujet finalement assez lié de sécurité et peut-être ségrégation ou pas, on va voir. On surévalue un petit peu le facteur racial dans l'équation. Je pense, bien entendu, il y a un héritage terrible de l'apartheid qui a entraîné une ségrégation spatiale tout d'abord. Avec ces townships, on a ghettoisé toute une partie de la population noire, métisse. Donc ça, c'est un premier problème qu'il faut vivre avec pour l'Afrique du Sud. Et ensuite, il y a une ségrégation sociale avec de grandes différences de richesse. Et il se trouve que l'héritage fait que ce sont plutôt les Noirs, les Métis, qui sont parmi les plus pauvres. Donc on peut tourner autour de cette question raciale, mais je pense que donc il y a ces problèmes de ségrégation, ça dépasse la problématique raciale, d'autant que le gouvernement a mis en place des choses et des politiques pour réduire les différences de richesse et les différences entre les groupes ethniques. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas oublier que l'Afrique du Sud est un peu différent de certains pays, dans la mesure où tous ces gens-là, tous ces groupes ethniques, indiens, métis, noirs, blancs, vivent ensemble depuis 400 ans. Donc je pense qu'on a tendance à se tromper parfois dans l'analyse en le focalisant uniquement sur le facteur racial. Nous sommes de retour donc sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour une émission consacrée à Johannesburg. Et j'ai à mes côtés Alexandre Malan, vous êtes avocat, et Philippe Chaplot, vous êtes journaliste chez Ouest France. Votre réaction par rapport à cette vidéo, est-ce qu'effectivement, l'un ou l'autre, vous trouvez qu'il y a toujours une ségrégation là-bas ou elle ne se ressent plus Moi, je pense qu'il a raison. Il y a effectivement une ségrégation économique qui est l'héritage de l'apartheid. Ceci étant, la vraie question est de savoir est-ce qu'il y a une ségrégation aussi dans la vie quotidienne. Dans les entreprises, le travail se fait de façon tout à fait fluide. Il n'y a pas de difficulté a priori de ce côté-là et les mœurs sont beaucoup évoluées depuis 20 ans, depuis la fin de l'apartheid. Vous êtes d'accord, Philippe Chaplot? Oui. Je rajoutais une chose. Il ne faut pas oublier que plusieurs générations de Sud-Africains ont vécu sous un régime de séparation totale. Et l'apartheid n'a pas commencé en 1948, il a commencé en 1910 sous les Britanniques. Ce n'est pas une création institutionnelle, constitutionnelle du régime nationaliste sud-africain. En tout cas, dès 1910, les fondements étaient posés. Donc pendant un siècle pratiquement, ou en tout cas disons 80 ans, les Sud-Africains blancs, noirs ont vécu dans ce système. Et je pense qu'on aura du mal à extirper de l'imaginaire sud-africain, de l'esprit sud-africain, de la vie de tous les jours, 80 ans de vie séparée, 80 ans de répression aussi, il ne faut pas l'oublier. Vous ne pensez pas que ce qui se passe justement dans les universités aide à ce mixage, semble-t-il? Oui, il y a eu quand même une évolution extraordinaire depuis 20 ans. Il faut bien voir qu'on est parti de ce que monsieur disait jusqu'à aujourd'hui une situation où moi, j'ai vu l'Afrique du Sud de l'apartheid et aujourd'hui, ce que c'est que l'Afrique du Sud, ça n'a strictement rien à voir dans les relations entre les gens. Même si, effectivement, il y a encore des grandes différences économiques. Donc, il y a cet héritage qui reste un petit peu dans les esprits, mais qui a quand même, quand on voit le passé, quand même beaucoup changé. Oui, allez-y. Maître, juste une chose. Il y a une chose qui perdure, c'est l'intolérance. Et on l'a encore constaté il y a quelques années lorsqu'il y a eu des émeutes xénophobes, où là on a vu les migrants du Zimbabwe, du Mozambique et de tout le reste de l'Afrique être pris à partie par des Sud-Africains, par des Noirs Sud-Africains, parce qu'ils jugeaient qu'on leur volait leur travail. Il y a une grande intolérance dans ce pays, et fondamentalement, elle aura du mal à être extirpé. Oui, mais il est issu d'un autre problème, qui est le problème de l'immigration en Afrique du Sud, d'autres populations venant d'autres pays, et notamment d'Afrique francophone, qui viennent parce qu'en Afrique du Sud, c'est plus facile de trouver un job que dans d'autres pays d'Afrique. Et là, effectivement, il y a une xénophobie qui se met en place
contre ces populations immigrées. Ouais, mais ça va tout à fait à l'encontre des principes énoncés par Nelson Mandela et par l'ANC, puisqu'il devait y avoir un accueil des populations africaines défavorisées. Et cet accueil avait commencé même avant l'arrivée de l'ANC. Mais c'est peut-être justement la crise qui a frappé au niveau de l'emploi et qui frappe encore. Et là, j'en arrive à ma transition, puisqu'on va justement parler du Black Economic Empowerment, qui était censé justement, tasser ce chômage de la population noire. Et on va voir justement si ça a marché ou pas. On va faire une petite pause et on va se retrouver tout de suite après. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Donc nous sommes de retour sur le plateau de l'émission consacrée à Johannesburg pour aborder le fameux sujet du Black Economic Empowerment, BEE, qui a été mis en place dans les années 2000, je crois, pour justement essayer de redonner de l'emploi à des populations qui n'y avaient peut-être pas eu accès, en fait, ils ont reconsidéré la population noire et les autres populations métisses qui peuplaient l'Afrique du Sud, une discrimination positive. Donc, peut-être pour venir à bout justement de cette ségrégation, comme vous l'avez dit tous les deux, qui est plus économique que raciale. Qu'est-ce qu'on peut dire du BEE? Est-ce que l'un de vous deux peut le décrire assez vite? Oui, très rapidement, c'est une sorte de scoring, en fait, c'est-à-dire que des entreprises qui travaillent avec l'État, qui ont vocation à travailler l'État, doivent répondre à un certain nombre de critères et elles sont notées selon ces critères. Des associés noirs, des salariés, des employés, une certaine éthique du travail dans l'entreprise. Et tout ça leur donne un score qui ensuite est pris en compte par l'État dans l'octroi des marchés, par exemple. Alors, justement, on va pouvoir écouter Grégory Massanet, qui est président de AGS en Afrique du Sud, et qui va nous expliquer en quoi, en fait, le BEE peut impacter les entreprises. Et puis, on va pouvoir en reparler tout de suite après. Quelques bémols, toutefois, au BEE, même si les intentions sont louables et respectables, cela contraint les entreprises à faire de la couleur de peau un critère important lors du recrutement de nouveaux collaborateurs, alors que nous, entreprises françaises, sommes généralement plus habitués à recruter en fonction de l'expérience et de la qualité des diplômes. Aujourd'hui, il y a encore un nombre insuffisant de Noirs qui sortent chaque année des grandes universités. Et de fait, il y a une surenchère pour cette élite noire diplômée. C'est donc un des bémols du BEE aujourd'hui, mais tout cela se corrigera avec le temps, car de nouvelles générations sont en formation. Toutefois, restons positifs, le BEE fait partie du contexte des affaires en Afrique du Sud pour les entreprises qui souhaitent s'installer, mais ce n'est pas un élément bloquant pour faire du business. Donc, comme vient de le dire Grégory Massanet, c'est pas un frein. Les entreprises, que vous avez aidé à s'implanter en Afrique du Sud, est-ce qu'il y en a certaines qui ont considéré ce BEE comme un frein ou... Non, pas vraiment comme un frein, mais c'est vrai que si elles doivent faire des affaires avec l'État, répondre à des appels d'offres, il faut qu'elles répondent à ces critères le mieux possible, et notamment en trouvant des associés noirs qui soient suffisamment formés, ou des salariés qui soient suffisamment formés pour pouvoir faire tourner l'entreprise. Donc, mais en même temps,
la majorité, je dirais, des entreprises ne viennent pas forcément pour faire des affaires avec l'État, mais pour s'implanter ou pour exporter. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas de contrainte. Si est-ce que d'un point de vue plus politique, vous pensez que le BE a atteint ses objectifs ? Non, je pense qu'il y a encore, et c'est ce qu'a dit le précédent intervenant, il y a encore des objectifs à atteindre, en particulier au niveau formation. Et ce n'est pas simplement la formation au niveau universitaire, mais c'est aussi la formation professionnelle. Tout le monde ne va pas aller à l'université en Afrique du Sud. Il va falloir aussi que les gens passent par les technicones, les lycées techniques, pour apprendre un métier. Et là encore, il y a un excellent effort qui est fait, mais qui n'est certainement pas à la hauteur des attentes. Et quand on voit le taux de chômage en Afrique du Sud, on mesure quelle est la route à parcourir. Surtout, oui, quand on voit le pourcentage de Noirs et de Blancs qui sont au chômage, on a 54% de Noirs encore au chômage, pour 14,5% pour les Blancs. Donc effectivement, à ce niveau-là, je ne pense pas que l'objectif ait été atteint. Néanmoins, on le constate, et vous venez de le dire, des efforts sont faits. L'Afrique du Sud se développe. Et justement, on va écouter le point de vue de Sophie Ferrand-Hazard, qui est présidente de l'Union des Français de l'étranger en Afrique du Sud, qui nous fait part de sa vision qui est assez intéressante. Certaines entreprises françaises mettent leur siège pour l'Afrique en Afrique du Sud, ce qui est assez nouveau puisque jusqu'à maintenant, les Français avaient une vision, l'Afrique, ça se traite depuis la France, alors que les pays anglo-saxons avaient déjà compris que l'Afrique du Sud, on pouvait regarder l'Afrique d'en bas jusqu'en haut, quoi. Alors voilà, désormais, on regarde l'Afrique du bas vers le haut. En tant qu'avocat, est-ce que vous voyez effectivement de nombreuses entreprises qui arrivent pour s'installer sur ce marché ? Je dirais qu'il y a toutes les grandes entreprises françaises, on parlait du CAC 40 tout à l'heure, sont ou presque implantées en Afrique du Sud ou font des affaires. Il n'y a pas encore assez de PME. Alors qu'il y a quand même des viviers de croissance importants pour les PME françaises qui ont des vraies spécialités, des vraies spécificités qui pourraient intéresser l'Afrique du Sud. Mais c'est vrai que l'Afrique du Sud est une base, un hub, on dira logistique, extrêmement intéressant pour une entreprise qui veut rayonner sur l'Afrique, y compris sur l'Afrique francophone. Et ça, c'est un sujet effectivement qu'on va creuser dans le plateau suivant. À votre avis, Philippe Chapelot, pourquoi il y a si peu de PME qui viennent en Afrique du Sud? Est-ce que nous, on a du retard, les Français? Non, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs historiques qui ont joué. Pendant très longtemps, l'Afrique du Sud a été une zone auquel les différents gouvernements français attachaient peu d'importance et déconseillaient même certaines entreprises de s'implanter. Donc il y a cette réticence qui a freiné l'essor ou l'arrivée des entreprises françaises. Et puis ce retard a permis à d'autres de nos concurrents, à d'autres pays de s'implanter. Bien sûr les Chinois, mais aussi les Indiens et puis les Anglo-Saxons. Donc une fois de plus, le vide a été comblé en partie et il nous reste à nous faufiler dans ce qui reste comme espace. Les intérêts justement pour une entreprise de s'implanter là-bas, quels seraient-ils? Est-ce qu'on peut parler d'une facilité d'implantation? Oui, il y a quand même une certaine facilité d'implantation parce que vous avez un pays non seulement qui a des infrastructures économiques, routières, administratives qui sont quand même solides. Vous avez un contexte juridique et fiscal qui est très solide. Fiscalité, on peut... Une fiscalité qui est quand même stable, c'est pas un paradis fiscal à l'Afrique du Sud, mais qui est intéressante, qui reste intéressante pour les entreprises. Et puis un droit social, certes, qui quand même existe et qui ne permet pas de faire tout ce qu'on veut, mais quand même un coût du travail qui est assez inférieur à celui de la France, même pour ne pas dire plus, très inférieur. Qui est de l'ordre de 2-3%, c'est ça? Oui, parce que vous avez des contributions obligatoires, mais qui sont très faibles, parce qu'on n'a pas de système social en Afrique du Sud comme en France. Et on compare plutôt l'Afrique du Sud aux États-Unis, où vous avez des contributions facultatives, on dirait des fonds de pension, que les entreprises mettent en place pour leurs salariés. Ça, c'est très, culturellement, ça se fait beaucoup en Afrique du Sud. Donc c'est plutôt facile, rapide? C'est relativement rapide et facile de s'implanter en Afrique du Sud. Vous avez des conseils juridiques, fiscaux de très bonne qualité qui vont vous guider et qui vont faire qu'une implantation bien menée, et si vous trouvez éventuellement les bons associés, va être quand même beaucoup plus facile que dans un certain nombre de pays, je dirais comme la Russie par exemple. Alors on va tout de suite regarder les secteurs qui fonctionnent. Quels sont les secteurs qui fonctionnent en Afrique du Sud? Merci Maître Malan.
Donc voilà, on va écouter Stéphane Sakocek, qui est président de la Chambre de commerce française en Afrique du Sud. On peut... Ouais, bon, allez-y, c'est bon, on va continuer. En Afrique du Sud, et qui va nous expliquer un petit peu quels sont les secteurs porteurs qui marchent sur place. Alors les secteurs d'activité émergents ou présentant un intérêt en ce moment évoluent autour bien sûr des matières premières dont on parlait tout à l'heure, le manganèse et les exportations de matières premières en brut, mais toute une panoplie de secteurs d'activité en émergence dans des domaines qui sont nouveaux pour l'Afrique australe. On parle de normes internationales, on parle d'agro-industrie, on parle d'hygiène, on commence à s'intéresser un petit peu à l'environnement. Donc véritablement, sans pour autant dire peut-être un Eldorado du business, mais véritablement un nouveau marché, un véritable marché émergent, où le climat politique reste quand même stable, même si on en est Enfin, la preuve étant qu'on en est au 3e président sud-africain. Tout le monde se rappelle de Nelson Mandela, bien sûr, qui est toujours en vie, et qui a laissé une trace, je dirais, qui a installé une atmosphère de paix, de développement au sein de l'ANC. Donc aujourd'hui, même si on en est au 3e président, Jacob Zuma, qui a succédé à Thabo Mbeki, qui lui-même a succédé à Mandela, le climat politique est assez stable du fait du caractère un peu unique de l'ANC qui est au pouvoir depuis maintenant une vingtaine d'années. Mais qui maintient donc une stabilité. Donc infrastructure solide, climat politique stable, et puis une plateforme d'affaires et un marché émergent, on ne le répétera jamais assez, où il y a des marchés de consommateurs qui sont en train de se créer, et pour lesquels les investisseurs s'intéressent. Donc on a une forte recrudescence en 2012 de délégations d'entrepreneurs européens qui viennent jeter un œil, soit pour les plus gros qui sont déjà installés pour augmenter leur participation ou leurs investissements, soit pour les PME qui cherchent des débouchés pour leurs exports et puis pourquoi pas fabriquer localement. Alors, nous accueillons sur le plateau Christine Daron. Vous êtes directrice de Tristan Procurement Solutions, qui est donc une entreprise en fait de sourcing pour les entreprises basées en Afrique. Oui. Hein, voilà. Et alors, par rapport à ce que vient de dire Stéphane Sakocek concernant les secteurs porteurs, si vous aviez à conseiller à une entreprise française quelques niches, quelques secteurs qui marchent, là où il faudrait aller, française ou étrangère, hein, pourquoi pas, quels seraient ces secteurs? Vous avez évoqué le tourisme tout à l'heure. Oui. De plus en plus de Français et de gens du monde entier se rendent en Afrique du Sud. C'est un très beau pays. Je pense que l'apprentissage de la langue française n'est insuffisant en Afrique du Sud. L'Afrique est un continent qui parle essentiellement anglais et français, portugais aussi évidemment. Il manque beaucoup de gens. On a beaucoup de mal, nous, à recruter des gens qui parlent français. Donc, on a envie d'embaucher des gens qui parlent français. Comme on n'en trouve pas, on voudrait faire venir de la main-d'œuvre directe de France. Et là, ça devient plus difficile parce qu'il faudrait qu'ils aient un contrat de travail. Et autant une entreprise qui investit est bienvenue, un Français qui vient tout seul, c'est encore un petit peu difficile parce qu'il faut montrer qu'il a des compétences qu'on ne trouvera pas en Afrique du Sud. En termes de secteur, quel est votre sentiment, Philippe Chapelot ? Je pense qu'il y a encore pas mal d'occasions pour des entreprises françaises. Alors, il y a des secteurs comme l'énergie. Il y a un gros problème énergétique en Afrique du Sud. Donc, alors là, bien sûr, ce n'est pas du domaine des PME, c'est du domaine des très grandes entreprises. Mais l'énergie est un vrai problème. On l'a vu il y a quelques années lorsque les coupures de courant étaient récurrentes dans le pays. En parallèle de ce problème énergétique, il y a aussi un problème écologique. Donc il y a peut-être une industrie il a parlé aussi du développement effectivement des industries bio. Vous disiez formation tout à l'heure. Des gros besoins en termes de formation aussi. En termes de formation et on a vu des entreprises arriver créer des centres d'appel. Et en fait, ils recrutent aussi des Français, des francophones, puisqu'il y a des Africains de l'Afrique francophone qui arrivent. L'industrie, évidemment, du vin.
L'agriculture est toujours très porteuse. Et de toute façon, il faut du monde... Les Français sont bienvenus parce qu'on a besoin de Français pour exporter, pour faire le lien avec l'Afrique francophone. Alors justement, puisqu'on en parle tout à l'heure, ça a été évoqué par Maître Malan, on va devoir le faire assez vite, mais on va en parler quand même. L'Afrique du Sud en tant que hub vers tous les marchés intérieurs, vous en êtes un exemple, puisque je crois que vous rayonnez sur combien de pays en Afrique? On rayonne sur l'ensemble des pays du Golfe de Guinée et de plus en plus sur l'Afrique de l'Est, Mozambique et Madagascar et Tanzanie. Alors, nous sommes très aidés pour cela du point de vue logistique par la compagnie aérienne SAA qui vraiment ouvre des lignes partout. Oui, une très bonne infra. Qui est une excellente ligne et extrêmement fiable. J'ai quand même passé 27 ans en Afrique et les heures d'attente dans les aéroports, on sait ce que c'est. Et SAA nous sauve pas mal. Ils nous remercieront. Oui. C'est une bonne pub pour eux, mais c'est vrai, il faut le dire. Donc il y a les ports, évidemment, Cape Town et Durban. Et ensuite, il faut savoir que l'Afrique se trouve géographiquement entre l'Amérique du Sud et l'Asie. Et donc, l'Afrique du Sud devient naturellement une plateforme logistique pour recevoir les marchandises et les réexporter vers les pays. Je sens que vous avez envie de dire quelque chose. Oui, je pense qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement vers l'Afrique du Sud. On voit bien, par exemple, si on prend les voies ferrées qui se dirigent vers les ports, parce que les ports sud-africains sont efficaces. Et au-delà, un peu plus au nord, on n'a pas de port où ils ne sont pas suffisamment équipés pour recevoir le minerai qui vient de Zambie ou d'ailleurs. Donc il y a ce mouvement. Le mouvement inverse, c'est-à-dire de projection vers le reste du continent, à mon avis, n'est pas encore suffisamment développé. Et ça tient aussi au fait qu'on a des concurrents. Enfin, que les Sud-Africains ont des concurrents sur le reste du continent. Et puis il y a des pays qui ont des très beaux taux de croissance aussi, où tout le monde a envie d'aller, comme le Mozambique et l'Angola. Donc j'imagine que quitte à attaquer ces marchés, autant se placer en Afrique du Sud. Oui. C'est une possibilité, effectivement. Mais on le voit bien, l'Afrique du Sud est incontournable, en tout cas au sud du Congo, ou des Congos, l'Afrique du Sud est incontournable. Ça ne sera pas tout à fait le mot de la fin, on va faire une petite pause, et puis on va se retrouver tout de suite après pour la conclusion. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. Et voilà, nous sommes arrivés à la conclusion de cette émission consacrée à Johannesburg. Christine Daron, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous pourriez dire un ou deux mots à ceux qui vous écoutent et qui ont peut-être envie d'aller s'installer là-bas? Eh bien, ils doivent se sentir bienvenus. Et je viens de passer 16 ans en Afrique du Sud. J'y suis encore pour quelques années, j'espère. Et c'est un pays où je me sens libre de créer, je me sens libre, beaucoup plus qu'en France, je crois. Pays de la liberté, donc. Et Philippe Chapelot? Je crois qu'il y a un réflexe chez beaucoup de Français qui veulent visiter le pays, c'est d'atterrir à Johannesburg et puis très vite de quitter cette ville pour aller vers le Cap, vers le parc national de Kruger. Non, c'est un réflexe parce qu'on entend tellement de choses sur la sécurité, par exemple. Or, c'est une ville qu'il faut découvrir parce qu'il y a des aspects culturels intéressants et puis il y a une vraie vie. Il y a une vie culturelle, économique, qui mérite qu'on y passe quelques jours et qu'on ne se serve pas simplement de Johannesburg comme d'un tremplin pour aller vers des contrées plus accueillantes, soi-disant. Merci Philippe Chapelot. En tout cas, on lira votre ouvrage, L'Afrique de A à Z, l'Afrique du Sud de A à Z, qui est paru d'ailleurs aux éditions...
André Versailles. André Versailles, voilà. Et on va donner la parole à Christian Robert, donc consul à Johannesburg. Monsieur Robert, en 3-4 mots, une petite conclusion. La vie à Johannesburg peut être très, très agréable. À partir du moment où vous avez pris en compte un certain nombre de paramètres dont on a parlé, notamment la sécurité, l'altitude. Il ne faut pas oublier que c'est une ville en altitude qui est à 1700-1800 mètres. Et donc c'est pour ça que c'est une ville qui peut rester très agréable avec de grands espaces de liberté également. Donc un pays magnifique aussi à découvrir à partir de Johannesburg. Voilà, donc liberté et créativité, ce sera quand même les deux grands mots qu'on va conserver en pensant à cette ville. Nous allons nous quitter et puis nous allons partir pour l'émission suivante qui sera consacrée à Bruxelles, qui va démarrer à 16h. Mais juste avant, on va visionner une vidéo qui a été réalisée par un vidéaste amateur dans le cadre du concours Une ville en images, coproduite entre Mondissimo et TV5 Monde. Alors là, on va remonter un peu plus au nord, puisqu'on va aller à Tunis. Et on va pouvoir voir une vidéo de Malek Wakawi. Voilà, on regarde tout de suite cette vidéo. Je remercie encore mes invités. Et à tout à l'heure pour Bruxelles à 16h. Au revoir. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv.